sécurité de l'ONU pour ne pas avoir suffisamment insisté pour obtenir l'arrestation du président soudanais. Un conseil visiblement divisé sur la stratégie à adopter au sujet du Darfour. Et pour cause, le régime de Khartoum a un allié de poids, la Chine. La nouvelle décision de la CPI intervient quelques semaines seulement après l'arrêt des poursuites contre le président kenyan Uhuru Kenyatta. Aux yeux de bon nombre d'observateurs, elle apparaît, cette nouvelle décision, comme un nouveau camouflet pour la Cour, camouflet dont elle ne se relèvera pas de sitôt. Des milliers de personnes ont manifesté samedi en hommage à Norbert Zongo, le journaliste burkinabé assassiné il y a de cela 16 ans, alors qu'il enquêtait sur le meurtre sous torture de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré. Les manifestants, dont certains étaient vêtus de noir en signe de deuil, ont marché durant 1 heure en fin de matinée dans les rues de la capitale de Burkina Faso. Occasion pour le Premier ministre burkinabé Isaac Zida de réaffirmer que les enquêtes seront réouvertes sur l'assassinat du journaliste. Le Premier ministre a également annoncé samedi la nationalisation d'une entreprise immobilière appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré. Créée dans les années 80 dans le cadre d'un vaste programme immobilier, la Socogib, alors en monopole dans ce secteur lucratif, a été cédée pour un franc symbolique dans les années 90 à Alizeta Ouedraogo, la belle-mère de François Compaoré, le frère cadet de l'ex-chef d'État, donc Blaise Compaoré. Fin de la 20e conférence internationale sur le climat au Pérou, dont l'objectif d'un pacte multilatéral en 2015 pour limiter le réchauffement climatique. Les pays négociants sous le parrainage de l'ONU se sont accordés ce dimanche à Lima sur leurs futurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aboutir à un accord sur le format des engagements ou contributions nationales que les pays prendront courant 2015 pour réduire leurs émissions était l'un des objectifs du rendez-vous de Lima. Les discussions qui devaient prendre fin vendredi se sont prolongées de plus de 30 heures, faute de consensus sur un texte qui doit donner un cadre aux engagements. Des engagements qui doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau global en vue de limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température de la planète. L'Union européenne, la Russie et d'autres pays développés ont accepté le texte de compromis fixant les mesures à prendre par tous les participants avant le sommet de Paris de 2015. Mais de nombreux pays en voie de développement ont estimé que cet accord ne réclamait pas assez d'efforts aux nations riches, notamment sur le financement de la lutte contre le réchauffement et sur le mécanisme de compensation censé faire face aux conséquences de ce réchauffement. Les 194 pays participants sont néanmoins parvenus dimanche à un accord sur les futurs engagements de réduction de gaz à effet de serre. Il me semble, et je suis convaincu qu'il en est ainsi, que nous sommes tous prêts à relever le défi d'approuver ce document. Si c'est le cas et qu'il n'y a pas d'objection, le document est approuvé. Damos por aprobado el documento. Un premier pas vers un pacte multilatéral en 2015 pour limiter le réchauffement climatique. Le secrétariat de la Convention de l'ONU sur le climat sera chargé de préparer pour le 1er novembre 2015 une synthèse de l'ensemble des contributions afin de vérifier qu'elles permettront de tenir l'objectif des 2 degrés Celsius. Serge Lazarevitch, le dernier otage français dans le monde, est rentré en France mercredi dernier après 3 années de captivité au Sahel aux mains d'Al-Qaïda. Il s'est exprimé samedi pour la première fois sur le plateau d'un journal télévisé de France 2. Il s'est dit content de retrouver la France, le peuple français et l'humanité des gens. Il s'est également prononcé sur les conditions de sa détention et a affirmé n'avoir jamais su que Philippe Verdon, avec qui il avait été enlevé, a été tué par les ravisseurs. Voici quelques extraits de ses propos sur le plateau de France 2. Je vais bien. J'ai des petits problèmes de santé, de métabolisme, mais dans l'ensemble ça va bien. Et je suis content de retrouver la France, le peuple français, l'humanité des gens. Il y a des gens dans la rue qui viennent vers moi spontanément, qui m'embrassent, qui m'aiment,
C'est incroyable ce qui se passe. Vous avez eu le sentiment? Ça me fait du bien. J'ai un peu tout mélangé, tout mon savoir depuis que je suis né pour survivre. Ce que je savais de la médecine, ce que je savais du travail manuel, enfin toutes les choses, j'ai regroupé tout mon savoir pour pouvoir survivre au jour le jour. On a été séparés après l'opération de la France qu'il y a eu sur le Mali. Parce qu'on était en plein milieu de l'opération. Une nuit, on est parti à pied. Et après, je n'ai plus revu Philippe Viardot. J'ai pensé jusqu'au bout qu'il avait été libéré. Et je ne pouvais pas penser qu'il avait été assassiné ou tué ou mort. Je n'ai jamais pensé à la mort. Le président russe arrive en tête d'un classement établi par l'AFP des personnalités les plus marquantes ou les plus influentes en 2014. Vladimir Poutine a franchi le Rubicon le 27 février dernier. Ce jour-là, un commando investit sur ses ordres le Parlement de la Crimée en Ukraine. Une annexion qui bouleverse la carte de l'Europe et ouvre une ère de confrontation globale contre la Russie et les Occidentaux. Guerre froide. Ce terme que l'on croyait disparu depuis 1991 a refait surface en 2014, remis au goût du jour par un homme, Vladimir Poutine. Le président russe s'est lancé cette année dans un bras de fer avec l'Occident, annexion en mars de la Crimée, puis soutien militaire aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine depuis, soufflant sur les braises d'un conflit qui a déjà fait plus de 4300 morts dans les deux camps. Sur le plan diplomatique, la communication tourne au dialogue de sourds, l'Occident et la Russie s'accusant mutuellement d'impérialisme. Si cela n'était pas arrivé, l'Occident aurait trouvé une autre excuse pour empêcher le développement de la Russie, pour consolider leur influence et utiliser la situation pour servir leurs propres intérêts. Vladimir Poutine a plusieurs fois critiqué les pays membres du G20 pour avoir imposé des sanctions économiques, imposant lui-même en représailles des restrictions sur les importations. Il s'en prend également à l'OTAN, voyant d'un mauvais œil l'élargissement de l'alliance jusqu'aux portes de la Russie via une possible adhésion de l'Ukraine. Mais lors du sommet du G20 en Australie, c'est au tour du président russe d'être sous le feu des critiques. Il quitte la rencontre avant même la fin, prétextant une fatigue imposée par le vol retour. Dans son propre pays, l'homme fort du Kremlin bénéficie d'une hausse de popularité, liée en grande partie à un regain patriotique. Conséquence du retour de la Crimée, territoire sacré aux yeux des Russes, dans le giron de Moscou. De son côté, l'OTAN multiplie les exercices militaires et les démonstrations de force, en interceptant notamment des avions militaires russes au-dessus de la mer Baltique. Pas de quoi infléchir la volonté de Vladimir Poutine. La raison est simple, le président russe considère qu'il est dans son droit. C'est simple, nous sommes plus forts. Plus fort que qui? Que tous les autres. Parce que nous avons raison. La force réside dans la vérité. Quand la Russie est dans son droit, elle est invincible. Les sanctions occidentales et la chute du prix du pétrole ont fait plonger le rouble à des niveaux jamais vus. La monnaie russe a perdu 40% de sa valeur face au dollar et la Banque mondiale prédit une entrée en récession du pays l'année prochaine. Mais après 15 années au pouvoir, Vladimir Poutine apparaît plus déterminé que jamais, au nom de la grandeur russe et pour une place de choix dans les livres d'histoire. Encore quelques jours avant la commémoration de la naissance du Christ, il est encore temps d'envoyer sa liste au Père Noël. À moins d'aller à sa rencontre dans un marché de Noël, une fête de quartier ou encore un centre commercial. Pour les enfants, il n'y en a qu'un seul. Mais en réalité, ils sont des centaines à enfiler chaque année leur beau costume. Et faire le Père Noël est bien entendu un métier saisonnier. Il arrive incognito dans son traîneau blanc pour une mission un peu particulière. Je vais dans la pièce pour me changer. Une pharmacie en guise de vestiaire, car ce soir, Marc fait le Père Noël au coin de la rue. Dans son sac, toute la panoplie, un déguisement à 750 €. On ne mégote pas avec Noël. Le Père Noël, c'est très important pour les enfants et il faut que ça soit réel. Dehors, on l'attend de pied ferme, c'est la fête de Noël dans ce quartier du 15e arrondissement de Paris. Marc est forain de métier, 7 ans qu'il fait le Père Noël. Ce soir, il facture sa prestation 200 €, mais ce n'est pas ce qui le motive. Un rêve d'enfant, c'est toujours être au contact des enfants. Ils me racontent leurs petites histoires, ils me commandent leurs jouets.
Mais être Père Noël, c'est aussi une question de profil. 1m90, 135 kg pour Marc, à peu près les mêmes mensurations pour Jean-Marc. Lui a garé son traîneau dans un centre commercial d'Amiens, en Picardie. Il a 11 saisons au compteur. La première fois que je l'ai fait, il y a une dizaine d'années, c'était moi le premier émerveillé au bout d'un mois. Maintenant, c'est un petit peu rentré dans la routine, faut le dire. Par contre, je me suis amélioré. Dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller. Jean-Marc a commencé à se déguiser quand il a pris sa retraite. Il était sapeur-pompier. D'ailleurs, les connaisseurs le devinent à ses bottes. Chaque année, il fait équipe pendant un mois au SMIC avec ce photographe. Le bien nommé Jean Noël emploie 6 Pères Noël dans plusieurs centres commerciaux. Pas facile de passer des annonces pour les recruter. C'est très compliqué de par le fait qu'il faille pas faire de discrimination. Donc on passe nos annonces malheureusement où il est noté homme ou femme et on a 60% de femmes qui répondent aux annonces pour postuler pour le Père Noël. Jean-Marc, Marc et les autres, difficile d'évaluer combien ils sont chaque année à se cacher derrière leur barbe blanche. Les enfants ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est évident, il n'y en a qu'un.